Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vois que vous, raisonnablement, vous êtes moins nombreux que la semaine dernière, ce qui est très bien, puisque je suppose que beaucoup ont compris que le séminaire est en ligne. Bon, la semaine dernière, j'ai eu un petit problème technique, donc j'ai donné séparément l'enregistrement audio et puis le PowerPoint du cours, mais normalement, depuis cette année, j'ai trouvé un système assez commode pour avoir un réel enregistrement du cours, c'est-à-dire vous déclenchez le fichier vidéo et puis vous avez à la fois la voix du cours et puis le PowerPoint qui défile tout seul. Là, pour le cours de la semaine dernière, il faut défiler vous-même il faut faire défiler vous-même les diapositives et vous avez le cours dans un fichier audio séparé. Alors, avant de commencer, un tout petit mot sur la question des inscriptions, parce que j'ai eu beaucoup d'étudiants à qui j'ai réexpliqué ce que j'ai déjà expliqué la semaine dernière. Donc, dites-le aux autres si nécessaire. Comme on a beaucoup de demandes d'inscription dans les séminaires et que les inscriptions pédagogiques sur Internet sont complètes et que beaucoup d'étudiants ne peuvent pas s'inscrire, pour ceux qui choisissent mon séminaire, j'accepte tout le monde. Mais une partie des étudiants devra suivre le cours à distance, parce qu'on ne tient pas dans la salle et on ne peut pas avoir une autre salle. Si on est vraiment trop nombreux, s'il y a trop de demandes, ce qu'on pourrait faire, c'est alterner, c'est-à-dire diviser le groupe en deux, par exemple par ordre alphabétique, et puis dire une semaine c'est un groupe qui vient, la semaine d'après l'autre, et puis voilà, si on est trop nombreux. Mais si spontanément certains suivent en ligne, donc vous pouvez, n'hésitez pas, une fois de temps en temps, vous suivez en ligne au lieu de venir. Si vous pouvez venir, c'est bien, mais si on est trop nombreux, on sera obligé de faire vraiment comme ça. Bon, pour l'instant, donc, je laisse ça à votre libre appréciation. Donc, je confirme que si vous souhaitez vous inscrire à ce cours, je vous accepte de toute façon, du moment que vous avez les conditions, vous respectez les conditions requises. Et pour s'inscrire, il suffit de m'écrire en me demandant de s'inscrire dans le séminaire, et vous mettez en copie Madame Porcheron, et moi je vous réponds en lui répondant à elle que je suis d'accord, et comme ça, elle au secrétariat, elle a l'information que le professeur est d'accord pour que vous inscriviez dans le séminaire. Donc même si la capacité est dépassée, même s'il n'y a plus de place, elle vous inscrit quand même, si le professeur est d'accord. Pour les autres séminaires, c'est pareil. Il faut demander au professeur s'il est d'accord, soit par mail, soit en venant. Et s'il est d'accord, eh bien, soit vous-même, soit le professeur informe Madame Porcheron. Bon, j'espère que pour vous qui êtes là, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que pour certaines ou certains d'entre vous, il y a un petit problème d'inscription? Non, tout va bien de ce point de vue-là. Bon, tant mieux. Voilà, donc je l'ai réexpliqué, vous pourrez le dire à vos camarades si le cas se présente. Je l'avais déjà dit la semaine dernière, mais peut-être que j'ai expliqué ça trop rapidement et tout le monde n'a pas compris. Alors, je reprends là où je me suis arrêté la semaine dernière. Donc, on fera aussi, comme la semaine dernière, une pause pour aérer la salle entre les 2 heures, parce que, en plus, la salle est occupée avec le séminaire de Franck Neveu en 2 heures juste avant. Donc, il faut vraiment un peu quand même faire attention à ça. Donc, j'ai situé le séminaire dans le cadre général de la linguistique théorique que j'ai présenté dans son articulation, disons, avec la linguistique descriptive et la linguistique appliquée. Alors, je reviens très rapidement sur la notion de linguistique théorique dont on a vu à partir de cet ouvrage, disons pédagogique de présentation dû à John Lyons, que, au fond, on ne comprenait pas bien ce que signifie théorique dans la linguistique théorique à partir d'un ouvrage de ce type-là. On a vu que, en revanche, la linguistique descriptive est beaucoup plus facile à concevoir. On décrit des langues et simplement, il faut avoir à l'esprit de ne pas confondre le point de vue de la théorie du langage, de la linguistique théorique, avec les généralisations descriptives. Les généralisations descriptives, ce sont des généralisations à partir de l'observation et de la description de différentes langues.
des généralisations, des choses, des assertions qui sont valables pour plusieurs langues, mais quand on fait ces généralités, ce qui se fait en général dans un domaine qu'on appelle celui de la typologie linguistique, hein, c'est le domaine de la typologie linguistique, les linguistes font de la typologie linguistique, font ça, hein, ils essaient de regrouper, puis les langues qui ont des propriétés communes appartiennent à la même catégorie, etc. etc. Bon. Mais toutes ces descriptions sont utiles pour la théorie du langage, mais ce n'est pas encore le niveau théorique. Le niveau théorique, c'est autre chose. De même, on a vu que la linguistique appliquée aujourd'hui se définit d'une manière relativement simple et claire. C'est, disons, l'application et des descriptions et des théories linguistiques à toutes sortes de problèmes liés à l'acquisition, au développement du langage, à l'acquisition des langues, à l'enseignement des langues, etc. etc. Bon, je vous avais expliqué aussi que si à l'origine la linguistique appliquée incluait les relations entre informatique et linguistique, aujourd'hui ce domaine qui s'appelle le traitement automatique du langage, TAL, est plutôt séparé. Donc quand on parle de linguistique appliquée, on parle plutôt de ce qu'on appelle le français langue étrangère, grosso modo. Hein, disons le noyau de la linguistique appliquée aujourd'hui, tout au moins dans le sens le plus courant en Europe, c'est le français langue étrangère ou l'anglais langue étrangère, tout ce que vous voulez. Bien, donc on avait examiné à quoi ressemblerait une véritable linguistique théorique si on prend théorique un petit peu au sérieux. Et puis ensuite, on avait vu chez Guillaume, la question de la théorie est véritablement prise en charge. Et on a là, chez Guillaume, l'idée très claire que la description des langues ne peut pas être le point de départ, dans sa perspective. Hein. Le point de départ va être quand même la théorie, avec disons, ce qu'il appelle des inévitables, des exigences absolues, bref, des sortes de postulats ou d'hypothèses générales qui ne sont pas forcément d'origine linguistique, qui peuvent être logiques, qui peuvent être disons, des assertions qui viennent de la logique, de la psychologie cognitive, éventuellement de certaines branches de la philosophie, etc. Mais enfin, peu importe, une thèse générale. Et à partir de cela, on va aller vers les descriptions en restreignant, si vous voulez, le champ de l'assertion générale, très générale de départ. Hein. Donc, l'articulation, contrairement à ce qu'on pourrait croire de prime abord, la description n'est pas forcément, la description même détaillée n'est pas forcément le point de départ de la théorie. Hein. La théorie prend son départ ailleurs, en réalité. Et je vous avais dit que ce point de vue de Guillaume, au fond, on le trouve bien plus tard chez quelqu'un comme Chomsky, hein, qui va... le concept de transformation qui a permis de produire la grammaire générative transformationnelle, ce concept-là, il vient pas de l'observation des langues, de la description des langues. Il vient d'une hypothèse plus générale, il vient du fait tout simplement que Chomsky avait plutôt une formation de mathématicien, qui cherchait une axiomatisation pour la langue, etc. Enfin bon, il y a on peut trouver toutes sortes de justifications, mais en tout cas, ça ne vient pas seulement de l'observation. Hein. L'observation peut donner des indices, mais ça n'est pas seulement en observant les langues qu'on peut construire des théories générales sur les langues. Donc ça, cette idée-là, elle est très claire chez Guillaume. Et donc, j'avais terminé sur ce point en vous disant que, au fond, partir de l'analogie comme on le fait ici, c'est procéder de cette façon. C'est-à-dire, on part d'une idée, d'une hypothèse qui n'est pas linguistique. Je veux dire, si on parle de l'analogie, on parle d'un phénomène, enfin, tout dépend comment on l'entend, mais pour ma part, en tout cas, j'en parlerai comme d'un phénomène
d'un processus cognitif, hein, une opération cognitive, et donc je vais utiliser cette notion générale pour ensuite aller chercher des descriptions dans les langues qui sont des manifestations de ce processus analogique. On va voir ça, bien sûr, dans le détail. Mais auparavant, je voudrais terminer sur cette question de la linguistique théorique en vous présentant une autre conception de la linguistique théorique qui n'est pas seulement liée à la question des théories linguistiques et de l'analyse des théories ou de la construction des théories, mais théorique au sens de, si vous voulez, d'une sorte de pas en arrière, de prise de recul par rapport à la description des phénomènes linguistiques. Alors, en réalité, comme vous le savez, on a toutes sortes de disciplines qui s'intéressent au langage. Là, ici, j'ai repris ce schéma je ne me souviens plus de la référence d'ailleurs exacte, mais enfin peu importe. C'est juste un schéma qui n'a rien de très original, hein, qui présente toutes sortes de domaines qui sont liés au langage, la psychologie, l'intelligence artificielle, l'informatique, les mathématiques, la philosophie, la sociologie, l'anthropologie, l'histoire, les langues, la littérature anglaise, le droit, la médecine, la biologie, les sciences cliniques, la génétique. Bon, toutes ces disciplines, hein, sont présentées ici comme ayant un lien d'intersection avec la question du langage. Elles ont un aspect qui s'intéresse au langage. Bon, la génétique est liée à certains aspects de l'évolution du langage, la psychologie à la psycholinguistique, à l'acquisition du langage, au déficit linguistique. L'intelligence artificielle, c'est évidemment tout ce qui concerne le langage homme-machine, le traitement du langage naturel. L'informatique, il y a de la linguistique computationnelle, bien sûr, donc disons ces deux domaines sont quand même très très liés. Et il joue un rôle extrêmement important aujourd'hui dans l'industrie. Hein, il y a des enjeux à la fois économiques, industriels, sociétaux extrêmement importants dans les rapports entre linguistique et sciences informatiques en général. Bon, il y a une partie des mathématiques, la logique en particulier, qui a des rapports directs avec les langues. La philosophie, vous savez qu'il existe une philosophie du langage. Il y a aussi une philosophie de la linguistique, hein, ce qui n'apparaît pas ici. La sociologie a une branche qui s'appelle la sociolinguistique. L'anthropologie s'intéresse aussi aux aspects linguistiques des peuples étudiés. L'histoire, il y a de la linguistique historique, etc. etc. Bon. Il y a aussi ce qui est pas forcément bien connu, une linguistique juridique qui est en rapport avec les sciences juridiques, la neurolinguistique qui est en relation avec la biologie ou la médecine, si on veut. Bref. Si vous voulez, quand vous faites de la psycholinguistique, vous êtes psychologue. Vous n'êtes pas linguiste. Hein. Ce n'est pas la même formation. Les tests de psycholinguistique, par exemple, ce sont des étudiants qui ont fait de la linguistique. De la psychologie, pardon. Les tests de psycholinguistique, en général, ce sont des gens qui ont fait de la psychologie. Certains, c'est assez rare, mais certains, ça existe malgré tout, on fait de la psychologie et de la linguistique. Mais parfois, on peut très bien être un très bon psycholinguiste en n'ayant quasiment aucune connaissance linguistique. Hein. En sachant, à la limite, ce que c'est qu'un phonème, une phrase. On n'a pas besoin forcément de beaucoup de connaissances linguistiques. Tout dépend de ce sur quoi on travaille. Mais c'est une affaire de psychologue, c'est-à-dire de mise en place de protocoles expérimentaux, plus ou moins astucieux, etc. etc. Quand on est philosophe et qu'on s'intéresse au langage, on le fait en tant que philosophe, pas en tant que linguiste. Hein. Le but n'est pas de décrire les langues, etc. etc. Ce que je veux dire par là, c'est que, certes, chacun de ces domaines s'intéresse au langage, mais qui va faire le lien entre tout ce que ces disciplines nous enseignent au sujet du langage
et les descriptions des langues. D'accord ? Les descriptions des langues, souvent chez les philosophes, elles sont extrêmement lacunaires. La vision qu'ils ont, la conception qu'ils ont des langues est souvent extrêmement pauvre, parce que c'est pas leur intérêt, leur formation, si on veut, d'avoir décrit des langues. Il y a quelques exceptions, comme Barbara Cassin, par exemple, en France, qui est une des rares philosophes qui connaît les langues, qui connaît les problèmes de description des langues et de comparaison des langues, qui s'est beaucoup intéressé à la traduction, par exemple, etc. Bon, mais il y en a très très peu. Donc ce que je veux dire par là, c'est que qui, sinon un linguiste, serait capable de faire le lien entre toutes ces notions? Parce qu'il y a bien un moment où il faut se dire, mais si je mets ensemble les connaissances qui viennent par exemple de l'informatique linguistique, de la sociolinguistique, de la neurolinguistique, de la psycholinguistique, à un moment donné, tout ça, ça parle du langage. Il doit y avoir des généralisations possibles à partir de toutes ces informations. D'accord ? Une autre façon de poser le problème, c'est de dire que sur une question donnée, sur une question linguistique donnée, eh bien, selon la question, elle pourra être éclairée simplement par la linguistique, mais elle pourra aussi peut-être être éclairée par l'histoire, par la sociologie, par d'autres aspects. Donc, ce que j'appelle ici linguistique théorique comme observatoire généraliste, c'est, si vous voulez, la discipline qui utilise à la fois la description des langues, les résultats des descriptions des langues, qui part donc d'une connaissance de la description des langues à la fois d'un point de vue synchronique et d'un point de vue diachronique, mais qui est capable de faire des liens, alors pas forcément avec tout, parce que ça supposerait une quantité de connaissances extrêmement grande, mais avec plusieurs des disciplines qui s'intéressent au langage, mais qui ne sont pas dans la linguistique. Donc, il y a une certaine façon de concevoir la linguistique théorique où, au fond, on s'intéresse au langage d'une manière pluridisciplinaire, mais avec la linguistique comme cœur de préoccupation, si vous voulez, ou cœur de métier, je ne sais pas comment dire exactement. Si vous voulez, c'est pas le psychologue qui va faire le lien entre tous ces domaines, c'est pas même pas à la rigueur peut-être le philosophe, mais le philosophe, comme je vous le disais, aura très très rarement un intérêt pour la description précise des phénomènes linguistiques, etc. Donc, si vous voulez, faire de la linguistique théorique dans ce sens-là, c'est être non seulement linguiste, mais avoir une culture pluridisciplinaire autour du langage qui suppose d'avoir des connaissances en psychologie, en philosophie, en sociologie, en littérature, etc. D'accord ? Donc, c'est ça aussi la linguistique théorique. Alors, vous voyez dans quel sens c'est théorique ? C'est théorique non pas parce qu'on s'intéresse aux théories, mais c'est théorique parce que on prend en considération des aspects généraux du langage en s'intéressant à toutes sortes de disciplines qui traitent de la question du langage. Alors, une autre façon de présenter ce genre de choses en faisant bien apparaître la question de l'analogie, c'est que, j'y reviendrai plus tard, mais on peut distinguer deux types de processus quand même bien distincts, qui sont, enfin, deux types de propriétés, la similarité et la contiguïté. Donc, on verra en quoi la similarité est en relation avec la problématique linguistique de l'analogie. Et il y a toutes sortes de problèmes linguistiques qui dépendent de l'analogie. Et pour les étudier, eh bien, on peut aller récupérer des informations en philosophie, en psychologie, en sémiotique, dans les études littéraires, mais aussi, évidemment, dans les linguistiques régionales, c'est-à-dire linguistique française, anglaise, allemande, etc., dans les différents domaines de la linguistique, ou encore dans les linguistiques appliquées. Ce schéma est une autre façon de présenter l'articulation entre linguistique théorique
et, les différentes branches de la linguistique et toutes sortes de domaines qui s'intéressent au langage qui ne sont pas spécifiquement linguistiques. Là, j'ai limité ces domaines à ceux qui intéressent directement la question de l'analogie. Donc, quand on s'intéressera à l'analogie en linguistique, on va aller chercher des informations aussi en philosophie, parce que bien sûr ça intéresse la philosophie, la psychologie, les études littéraires, etc. Bien. Donc, si vous voulez, les disciplines qui sont impliquées plus spécifiquement dans la linguistique analogique sont plutôt les suivantes, la dimension historique, grammaire et stylistique, la littérature, la neurolinguistique, les pathologies du langage, les questions d'évolution du langage, la psychologie, l'informatique linguistique, la philosophie du langage. Ça fait déjà beaucoup de choses il est évidemment difficile de dominer correctement tous ces domaines, mais on le fait, si vous voulez, avec des travaux collectifs, avec plusieurs personnes qui sont chacune plutôt spécialistes d'un champ ou d'un autre. Alors maintenant, avant d'aller plus loin, je voudrais essayer de vous expliquer, selon moi, pourquoi c'est intéressant de se poser la question de l'analogie en linguistique. Parce que vous allez me dire, bon, ben, d'accord, vous proposez un séminaire sur la linguistique analogique, mais pourquoi l'analogie? Pourquoi pas, je ne sais pas moi, n'importe quoi d'autre? Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans l'analogie? Bon, alors, avant, je vous donne une petite définition, mais sur laquelle on reviendra évidemment, qui est très approximative et qu'il faudra corriger, mais au moins pour qu'on sache un peu de quoi on parle quand même. Donc, qu'est-ce qu'on entend par analogie? Bon, lorsqu'on dit que deux entités, deux choses, deux structures sont analogues, par exemple ici, je dis X et Y sont analogues. X et Y, ça peut être n'importe quoi. Là, pour l'instant, je ne suis pas forcément dans la linguistique. Ça peut être des entités, mais ça peut être des structures qui elles-mêmes sont composées d'entités et de toutes sortes de relations entre ces entités. Et quand on fera de la linguistique, les X et Y, ça peut être des phrases, des mots, des textes, tout ce que vous voulez. Donc, lorsqu'on dit que deux entités ou deux structures sont analogues, on veut signifier que de toute façon, elles ont des propriétés communes. Donc il y a une similarité. Donc, il y a un lien entre la notion d'analogie et de similarité. Elles se ressemblent. Et un des apports de ce cours, ce sera d'essayer de distinguer ces notions de similarité, ressemblance, analogie. On verra, et ça c'est un point important, et là du coup c'est un cadrage théorique, disons un peu particulier, original sur l'analogie, je ferai moi une différence importante entre similarité et ressemblance d'un côté et analogie de l'autre. Ce n'est pas la même chose. Mais en première approximation, il y a quelque chose de commun. Donc il y a deux choses qui sont analogues. Alors par exemple, je prends un exemple ici qui est emprunté à l'article analogie du TLFI, du Trésor de la langue française informatisée. C'est une phrase de Madame de Staël. L'idéalisme en philosophie a beaucoup d'analogies avec le mysticisme en religion. Donc ici, X, c'est l'idéalisme en philosophie, et Y, c'est le mysticisme en religion. D'accord ? Maintenant, elle justifie cette analogie en disant l'un, donc l'idéalisme en philosophie, place toute la réalité des choses de ce monde dans la pensée, et l'autre, donc il s'agit du mysticisme cette fois-ci, en religion, toute la réalité des choses du ciel dans le sentiment. Alors ici, la similarité repose sur l'idée que ces deux perspectives, deux perspectives, la perspective de l'idéalisme et la perspective du mysticisme, placent toutes deux la réalité des choses auxquelles elles s'intéressent. L'idéalisme s'intéresse aux choses du monde, le mysticisme s'intéresse aux choses du ciel. Donc, elles placent ces deux perspectives placent la réalité des choses qui leur importent ailleurs que dans le monde auquel ces choses appartiennent. C'est-à-dire que l'idéalisme il met la réalité des choses du monde non pas dans le monde, mais dans la pensée. Et le mysticisme place
la réalité des choses du ciel, non pas dans le ciel, mais dans le sentiment. Donc c'est ça l'analogie, c'est l'idée que ces deux, pardon, ces deux courants, ces deux perspectives, vont placer la réalité des choses qui leur importent ailleurs. Alors maintenant, il y a une autre conception de l'analogie, une autre conception, disons que c'est une autre façon de décrire l'analogie, qui consiste à dire que, qui consiste, disons, à voir l'analogie comme une proportion, hein, en disant que on a cette fois-ci obligatoirement deux structures qui sont analogues. Donc je dis des structures parce que là je présuppose que X est une structure qui contient différentes parties, Y est une autre structure qui contient aussi différentes parties. Et ce que je veux dire, c'est, en disant qu'il y a une analogie entre les deux, c'est que les relations entre certaines parties de X sont identiques ou similaires à des relations entre des parties de Y. On a donc la formule bien connue, X est à X', ce que Y est à Y', ou A est à B, ce que C est à D, etc. Donc cette formule proportionnelle qui est vraiment historiquement, si vous voulez, en général en philosophie, c'est comme ça qu'on définit l'analogie. Et on s'arrête là. Hein. Souvent, disons historiquement, la philosophie a toujours fait une différence entre la vraie analogie, qui est purement proportionnelle, relationnelle, et la simple ressemblance ou la simple similarité, hein, qui ne serait pas du même ordre. Bien, alors un exemple de structure comme ça, proportionnelle, un bien connu, le roi est à l'État ce que le cœur est à la vie humaine. Hein. Donc on a bien A est à B, le roi est à l'État, ou X est à X', le roi est à l'État, ce que le cœur est à la vie humaine, hein, et ce que Y est à Y'. Donc là, c'est la relation entre roi et État qui est la même que la relation entre cœur et vie. Et cette relation, c'est quoi? Eh bien, c'est que sans le cœur, il n'y a plus de vie. Hein. Sans le roi, il n'y a plus d'État. Donc c'est vraiment la relation qui est la même, là. Et les entités elles-mêmes ne se ressemblent plus. Alors que tout à l'heure, on avait une ressemblance quand même entre mysticisme et idéalisme. Alors, donc l'analogie, c'est une relation. D'accord ? C'est principalement une relation. Alors pourquoi donc s'intéresser à l'analogie en linguistique? Bon, d'abord, il y a un intérêt qui n'est pas linguistique, qui est le fait que dès que vous commencez à vous intéresser à l'analogie, vous vous rendez compte que il est question d'analogie dans de très très nombreuses disciplines, dans de très nombreux aspects de la vie humaine. Alors, je ne vais pas pouvoir développer tout cela, mais j'en cite quelques-uns ici. Le droit, la philosophie, la théologie, les sciences, la psychologie, les études littéraires, l'histoire. Bon. En psychologie, je ne vais pas en parler parce que je vais le détailler tout à l'heure, puisque l'approche de l'analogie selon la psychologie cognitive va être notre base de travail, en fait. Hein. Donc, je passe sur la psychologie. Dans le domaine des études littéraires, sans forcément le dire, quand on parle d'un courant littéraire, par exemple, ou d'un mouvement littéraire, on présuppose qu'il y a des analogies entre différentes œuvres. Le concept d'analogie est aussi utilisé en littérature ou en stylistique, dans les études sur les comparaisons, les métaphores, etc. Hein. Ça, c'est un point sur lequel on reviendra. La question de l'analogie en histoire est évidemment importante parce que une des raisons pour lesquelles on étudie l'histoire, une des raisons pour lesquelles on étudie l'histoire, indépendamment de l'aspect patrimonial ou du plaisir de découvrir ou de rappeler des choses anciennes pour ne pas qu'elles disparaissent dans l'oubli, c'est de comprendre le présent. On étudie parfois l'histoire pour mieux comprendre le présent, mais comment l'étude de l'histoire pourrait-elle nous éclairer sur le présent s'il n'y avait pas des analogies possibles ?
entre entre le passé et l'actualité ou l'avenir. Bon, par exemple, vous savez bien que la situation un peu compliquée d'aujourd'hui en Europe, en Europe et pas seulement en Europe d'ailleurs, dans le monde, l'émergence du populisme, de toutes sortes de mouvements très politiques, très particuliers, beaucoup d'intellectuels l'analysent comme une résurgence, une analogie avec les années 1930, juste avant le nazisme, juste avant Hitler, etc. Donc voilà, c'est un genre d'analogie qui se fait pour essayer d'éclairer le présent, qui ne veut pas dire forcément qu'on écrase les deux périodes, mais on se rappelle, attention, il y a une analogie apparemment entre ce qu'on vit aujourd'hui et ce qu'on a vécu dans les années 30. Or, dans les années 30, la chose a terminé par une guerre mondiale, donc attention, peut-être aujourd'hui. Hein. Voilà, bien sûr, je caricature un peu, mais... alors, dans le droit, évidemment, l'analogie est un grand sujet du droit parce que le droit ne peut pas tout prévoir. Il prévoit un certain nombre de cas, et ensuite, les cas qui ne sont pas écrits dans la loi, qui ne correspondent pas exactement, on raisonne très souvent en droit par analogie avec ce qui est écrit. Alors, en particulier dans le droit musulman, l'analogie est un concept qu'on appelle les qiyas, qui est vraiment théorisé. Hein. C'est-à-dire, notamment pour régir, par exemple, les interdits alimentaires. Je ne sais pas, dans le Coran, vous allez voir que le fidèle ne doit pas boire du vin. Bon, très bien. Mais il n'est pas écrit dans le Coran si le bon musulman a le droit de prendre de la cocaïne, par exemple. Bon. Ce n'est pas écrit dans le Coran. Qu'est-ce qu'il fait, le bon musulman? À votre avis, est-ce que vous pensez que les imams sont d'accord pour que les fidèles prennent de la cocaïne? Certainement pas. Hein. Donc, par analogie avec le vin, comme le vin provoque de l'ivresse et puis que la cocaïne dérègle les sens, je simplifie beaucoup l'argument, mais en gros c'est ça, on va dire que l'interdiction pour le vin vaut par analogie pour d'autres substances qui je ne sais pas comment dire, qui dérèglent les sens, si on veut, qui provoquent de l'ivresse. D'accord ? Bon, c'est de l'analogie. Hein, et ça, c'est vraiment, si vous voulez, discuté par les théologiens de l'islam, parce que certains sont pour un usage assez généreux de l'analogie, et d'autres non. La question qui est souvent débattue en France du voile, là aussi, c'est un problème qui est un problème d'analogie. Si on considère que le voile est par exemple simplement un signe de pudeur, hein, l'important, ce n'est pas d'avoir un voile ou pas, c'est d'avoir quelque chose qui est analogue au voile, c'est-à-dire d'avoir une attitude vestimentaire qui soit relativement pudique, par exemple. Bon. C'est ce genre de choses qui se discutent, par exemple, dans le droit musulman. Mais dans le droit romain, c'est la même chose, il y a beaucoup de questions comme ça. En philosophie, évidemment que c'est un grand sujet depuis Platon. En théologie aussi, parce que on trouve ça beaucoup chez saint Thomas. Il y a beaucoup de travaux chez saint Thomas d'Aquin sur l'analogie, parce que, si vous voulez, l'analogie au Moyen-Âge a été, pour certains théologiens, une sorte de solution technique pour relier le monde humain et le monde divin. Pourquoi ? Alors, parce que si vous dites Dieu est bon, Dieu est bon, qu'est-ce que ça veut dire pour le bon chrétien cette fois-ci ? Quel est le sens de cette bonté de Dieu ? Alors, nous, êtres humains, nous connaissons éventuellement la bonté des hommes ou des femmes, la bonté humaine. Hein. Est-ce que la bonté de Dieu, c'est la même chose que la bonté humaine ? Non, parce que ce serait considérer que Dieu est comme les êtres humains, donc ça ne va pas. C'est une bonté qui ne peut pas être la même que celle des êtres humains. Donc c'est différent. Mais en même temps,
la bonté de Dieu ne peut pas être sans aucun rapport avec la bonté humaine, puisque, comment dire, quand on interprète, quand les fidèles interprètent, disons, cette notion de la bonté de Dieu, ils l'interprètent forcément, non pas comme si la bonté de Dieu était dans une espèce d'univers qui n'a absolument aucun rapport avec la vie humaine, parce qu'à ce moment-là, on ne voit pas du tout quel serait le lien avec les comportements ordinaires des chrétiens. Hein. Donc il doit y avoir un lien quand même. Donc c'est différent, mais il doit y avoir un lien. La solution de saint Thomas, c'est de dire c'est analogue. Il y a une relation d'analogie entre la bonté humaine et la bonté de Dieu. Voilà. Donc là, évidemment, quand on propose cette solution, il y a eu toutes sortes de débats, des milliers de pages sur ces questions-là en théologie. Alors dans les sciences, là aussi, l'analogie joue un rôle très important, non seulement pour la découverte scientifique, on a beaucoup de témoignages de scientifiques qui disent que leurs découvertes ont été faites par analogie au sens où ils ont fait des liens entre des choses inhabituelles, enfin des liens inhabituels entre des choses, et que c'est ça qui leur a donné une idée. Et alors, il se trouve qu'il y a 2 jours, j'ai reçu une information sur ce projet, vous voyez, de l'Université de Besançon, projet Chrysalide 2020, les puissances de l'analogie. Donc là, ce sont des chercheurs plutôt en histoire des sciences. Et oui, j'ignorais complètement, mais c'est pour vous dire que tous ces développements sur l'analogie, alors c'est un peu éloigné de ce que nous faisons nous, parce qu'il n'est pas du tout question de linguistique dans tout ça, mais plutôt d'histoire des sciences. Hein. Donc vous avez le lien là si vous voulez voir plus de détails. Et donc on a tout un texte qui nous explique que l'analogie fait depuis quelques années l'objet de réhabilitation forte au niveau national comme au niveau international dans un grand nombre de disciplines universitaires, un mouvement qui infléchit des siècles de domination de la méthode démonstrative et de l'exigence d'objectivation du réel dans les principes de la théorie et de l'expérimentation dans la mise en œuvre de la connaissance. Donc l'idée pour eux, c'est aussi que en utilisant l'analogie, on réhabilite un peu l'imagination dans les sciences. Hein. Bon, on pourra voir plus tard un petit peu pourquoi. Donc je vous invite, si vous voulez, à regarder mais, sur un petit peu ce qui va se faire. Donc il y a un colloque 24-25 octobre. Bon, je ne sais pas s'il va se tenir réellement ou s'il va... Ah non, c'est pas le bon colloque, ça, pardon. Il y a un autre colloque sur Simondon. Donc c'est un philosophe des sciences, hein, Simondon, sur Simondon et l'analogie, organisé par le même groupe de recherche. Mais je n'ai pas mis ici le lien, vous le retrouverez à partir de ce site. Voilà, je donnais cela comme un simple exemple du fait que dans toutes sortes de disciplines, on s'intéresse à nouveau à l'analogie. Bon. Donc ça, c'est le premier argument. Pourquoi on s'intéresse à l'analogie en linguistique ? Parce que d'abord, l'analogie, indépendamment de la linguistique, ça joue un rôle presque partout. On la trouve partout. Bon. Deuxième argument, eh bien, il se trouve que l'analogie, on sait maintenant, depuis une vingtaine d'années, la chose est vraiment très très documentée, on sait que l'analogie est un processus cognitif central chez l'être humain. Un processus cognitif absolument fondamental. Alors évidemment, les 2 choses sont liées. Hein. C'est pas très étonnant qu'on trouve que l'être humain se soit beaucoup interrogé sur l'analogie si l'analogie est un processus cognitif central chez l'homme. Hein. Donc, si l'analogie est un processus cognitif central chez l'homme, eh bien, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des contreparties linguistiques, c'est-à-dire à ce que cette propriété du système cognitif humain ait des conséquences sur les langues et sur les discours. D'accord ? Donc l'idée ici, c'est de se dire, on part de cette fameuse exigence absolue ou c'est inévitable, comme disait Guillaume, hein, quelque chose, on essaie de partir de quelque chose de fiable, de quelque chose qui est un peu assuré, garanti. Bon. On a cette garantie, cette assurance quand même, encore une fois très bien documentée, que
l'analogie est un processus cognitif vraiment central. Ce n'est pas un parmi 10 000 autres. Hein. Certes, il y en a d'autres. En particulier, il y a un autre processus dont je parlerai très peu encore cette année, mais qu'on peut appeler la synthèse. Mais je vous en redirai un mot plus tard. Mais en gros, il y a deux processus fondamentaux, mais l'analogie est vraiment archi-fondamentale, si on veut. Hein. C'est vraiment à la base d'énormément de choses. Bon. Donc, on part de ça comme une espèce de vérité. Ce n'est pas une vérité linguistique. Hein. Bon. Et ensuite, on va se dire, si dans le cerveau humain, dans le système cognitif de l'homme, l'analogie joue un rôle très important, on devrait voir dans le langage des traces de ça. Alors, oui. Je vais vous l'expliquer. Hein. On va voir en détail un petit peu comment les psychologues décrivent l'analogie et en quoi c'est un processus central. Pour l'instant, je me contente de l'affirmer, vous faites bien de me le faire remarquer, mais rassurez-vous, je vais vous expliquer ça. Donc, la problématique analogique en linguistique, ou bien, si l'on veut nommer ça comme ça, la linguistique analogique, c'est tout simplement le repérage, la description, l'analyse de l'ensemble des relations et processus analogiques qu'on peut observer dans les langues ou dans le langage. Donc vous voyez, là je fais le lien entre la théorie et l'observation. Maintenant, je pars de l'idée de l'analogie, et maintenant je sais ce que je vais aller observer dans les langues. Je ne vais pas juste regarder les langues comme ça, hein. Je vais les regarder avec un œil particulier, m'intéressant à l'analogie. Donc, pour avancer un petit peu dans cette réflexion, je vais d'abord exposer, et ça répondra à la question qui vient d'être posée, qu'est-ce que c'est exactement l'analogie comme processus cognitif? Ensuite, on examinera, puisqu'on a dit que l'analogie était une relation, alors, mais c'est une relation en linguistique, ça va être une relation entre quoi et quoi, hein, il faut préciser cela. Et puis, pour terminer, je vous exposerai ce que j'appelle les fonctions de l'analogie, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini l'analogie et qu'on a dit que ça jouait un rôle dans le langage, la meilleure façon, à mon avis, de décrire les différents aspects de l'analogie dans les langues et les discours, c'est de le décrire en termes de fonctions. Et on verra qu'il y a différentes fonctions de l'analogie dans les langues. Par exemple, la production des métaphores, c'est une des fonctions qu'on appellera la fonction figurative de l'analogie. On va voir que l'analogie dans les langues, ça sert aussi à repérer les catégories. Donc ce sera une autre fonction, la fonction de catégorisation de l'analogie, etc. On verra, il y a 5-6 fonctions qui sont importantes et qui permettent quand même de cartographier assez bien, disons, l'ensemble des contreparties linguistiques de l'analogie. Alors, nous allons donc maintenant faire une pause. Hein. Je vous invite à quitter la salle pour qu'on aère un peu, et puis on se retrouve dans une dizaine de minutes. Je vais m'ouvrir là. Bien, alors, je reprends à partir donc de ce premier point, l'analogie comme processus cognitif. Donc je vais prendre cette citation comme point de départ qui vient d'un projet maintenant qui commence à être un petit peu ancien, mais vous voyez, là, ça date d'une dizaine d'années, et déjà à ce moment-là, on avait assez bien cartographié les choses, et bien sûr que depuis 2010, il y a eu des centaines de publications sur le sujet, mais déjà à ce moment-là, dans un projet donc, de 2006 à 2010, qui impliquait 9 universités, 200 publications, etc., le projet, la description du projet disait la chose suivante: la capacité de faire des analogies est au cœur de la cognition humaine, et c'est un mécanisme fondamental qui rend les humains capables d'effectuer des processus mentaux complexes, comme la pensée, la catégorisation et l'apprentissage, et d'une manière générale à comprendre le monde et à agir effectivement sur lui en se fondant sur des expériences passées. Donc, cette première phrase, elle va vous indiquer que l'idée générale, c'est que, vous voyez, penser, déjà, simplement thinking. Sans l'analogie, on ne peut pas.
Donc, voilà, à celui qui se demande pourquoi c'est important, simplement déjà, s'il n'y a pas d'analogie, on ne peut pas penser. Pourquoi on ne peut pas penser? Parce qu'en fait, on ne peut pas catégoriser. On verra ce que ça signifie. Et puis les apprentissages également. La possibilité de l'analogie, c'est aussi la possibilité d'apprentissage. Alors d'apprentissage, pourquoi? Parce que d'une manière générale, ce que la psychologie va utiliser comme propriété de l'analogie, enfin tout au moins, disons plutôt comme description de l'analogie, c'est de dire que lorsqu'on est dans une situation, quelle qu'elle soit, on agit par référence à des expériences antérieures et on se reporte à ces expériences antérieures lorsqu'elles sont analogues à notre situation présente. Je suis dans une certaine situation, je vais vivre cette situation, l'expérimenter par analogie, mais tout ça est totalement automatique. Totalement, je vais le faire par analogie avec des expériences antérieures. Parfois, les analogies sont évidentes. Je ne sais pas, moi, quelqu'un qui a commencé à aller à l'université, il va d'un cours à l'autre, il s'attend à la même chose, il est allé les jours précédents en cours, il s'attend dans un nouveau cours à ce que ça se passe d'une manière analogue au cours de la semaine précédente. Vous voyez, pour prendre un exemple aussi élémentaire que ça, on n'y pense pas, mais voilà, même n'importe quelle situation nouvelle, alors en l'occurrence, l'analogie va être surtout utile lorsqu'on se retrouve dans une situation nouvelle, on va s'appuyer sur des expériences antérieures, aussi similaires que possible à cette expérience nouvelle, pour réagir. Alors, donc, la capacité de voir une expérience nouvelle, un objet nouveau, une situation ou une action nouvelle comme étant la même qu'une autre plus ancienne, et ensuite, c'est la capacité d'agir d'une manière approximativement appropriée, quitte à régler la chose un peu après, et d'une manière indubitable, une des capacités qui distingue l'humain d'autres espèces animales. Alors, ça ne signifie pas que les processus analogiques n'existent pas chez les animaux non humains. Ça existe, bien sûr. Bien sûr que, je veux dire, simplement le fait de sélectionner des proies, par exemple, je ne sais pas moi, une grenouille qui attrape des mouches, elle a un système de catégorisation pour repérer que ce qui est en train de voler, c'est des mouches. Ce sont des mouches. Bon, voilà, donc il y a bien sûr des processus de catégorisation chez à peu près toutes les espèces vivantes, mais chez l'humain, elles sont développées d'une manière évidemment sans comparaison, d'une manière beaucoup plus grande. Bon, vous avez le détail du projet ici. Alors, ce que le projet montre, alors pour l'instant je ne vais pas dans les détails, mais ce que le projet fait apparaître, c'est d'une part que l'analogie n'est pas une sorte de mécanisme indépendant dans le système cognitif ou dans le cerveau, si vous voulez. Il n'y a pas, si vous voulez, un endroit du cerveau qui gère les analogies. Bon, c'est un mécanisme émergent, donc qui sollicite plusieurs capacités cognitives, qu'on appelle parfois, ces mécanismes élémentaires, on les appelle les fonctions exécutives. Bon, là, nous, on ne va pas entrer dans les détails parce qu'on ne fait pas un cours de psychologie, mais quand vous allez regarder de près chez les psychologues ce qu'ils appellent les fonctions exécutives, eh bien, c'est par exemple l'attention, les capacités d'inhibition, la mémorisation. Il faut toutes sortes de capacités élémentaires de ce type-là pour être capable de faire des analogies. Et donc, en particulier, parce que ces capacités à l'analogie, elles se développent chez l'être humain. Les bébés, les enfants petits, n'ont pas des capacités analogiques aussi puissantes que les adultes. Et inversement, on a travaillé depuis une dizaine d'années maintenant la baisse des capacités analogiques chez les personnes très âgées,
hein, ou alors atteintes de maladies de type des maladies de type dégénératif. Bon. Donc, ces processus, si les capacités analogiques des enfants sont insuffisantes, sont insuffisamment développées par rapport à celles qu'ils vont mettre en œuvre adultes, c'est souvent parce que, tout simplement, les fonctions exécutives sont elles-mêmes pas assez développées. C'est-à-dire que les enfants ont des capacités de mémorisation trop limitées, des capacités d'attention limitées également, etc. Donc, on sait très bien, les psychologues savent très bien décrire, notamment avec des systèmes de eye tracking, vous savez, on observe où va le regard, et quand on fait des tests où il y a des analogies à résoudre, on voit bien que les enfants, ils ne cherchent pas de la même façon que les adultes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se développe chez l'être humain, progressivement, sur la base de fonctions exécutives. Mais, si vous voulez, c'est autre chose que les fonctions exécutives. L'attention, c'est l'attention, la mémorisation, c'est la mémorisation, les capacités d'inhibition, c'est très important, hein, ça on n'y pense jamais, mais les capacités d'inhibition sont extrêmement importantes. Bon, tout ça, ce sont des capacités, ce qu'on appelle donc des fonctions exécutives, donc des capacités de base, qui existent en tant que telles. Et elles sont nécessaires, toutes ces capacités, pour qu'on puisse faire de l'analogie. Mais l'analogie, c'est autre chose. Donc. Alors, les processus analogiques influencent les processus perceptifs, donc il y a une sorte d'interaction dans la perception. Évidemment que l'analogie joue un rôle dans la récupération des informations mémorisées. Hein. Souvent, d'ailleurs, le problème de se souvenir, d'accéder en mémoire, c'est pas un problème d'avoir en mémoire, c'est un problème d'accéder à ce qu'on a en mémoire. Et on y arrive mieux quand on a des capacités analogiques, si vous voulez, qui sont bien développées, parce que par analogie, vous allez récupérer les choses en mémoire. Bon. Les analogies transfèrent les émotions associées de la source à la cible, comme de la cible à la source. C'est-à-dire ici que, tout simplement, si vous avez eu une expérience désagréable et que vous avez une nouvelle expérience analogue à cette expérience qui était désagréable, eh bien, le caractère désagréable de l'expérience ancienne va être transposé sur l'expérience nouvelle, et inversement si elle est agréable. Bon, c'est tout à fait évident. Et ça, c'est un point extrêmement important parce que ce dernier point sur l'idée que l'analogie peut fonctionner d'une manière automatique à un niveau inconscient, parce qu'on a souvent limité l'analogie à un processus, si vous voulez, de résolution de problèmes, et donc à quelque chose de conscient. Mais en fait, l'analogie, au sens où on l'entend ici, ce sont principalement des mécanismes inconscients, automatiques, et qui donc ne sont pas limités à des choses dont les sujets sont conscients. Alors, le modèle de base en psychologie, c'est celui qui a développé Deirdre Gentner sous la dénomination de Structure Mapping Theory. On n'a pas de bonne traduction en français de mapping, donc on dit le mapping, mais projection de structure, on pourrait dire, bon, mais c'est pas très satisfaisant. Jusqu'à présent, on n'a pas de solution très bonne. Donc, l'idée, c'est que on a un domaine de base, un domaine source, on peut dire aussi un domaine source, domaine de base, qui a certains, ici, on les appelle structural aspects, c'est-à-dire une structure qui a une certaine structure qu'on connaît, hein, un domaine de base qui a certaines structures. Bien. Et on a un domaine cible, mais on ne connaît pas tellement ces structures. Et donc, on va avoir un raisonnement analogique. Alors, vous voyez, ici, on parle de raisonnement. Donc là, quand on parle de raisonnement analogique, l'idée que ce soit inconscient est totalement mise entre parenthèses. Hein. C'est un sous-cas. Donc moi, je mettrais plutôt processus analogique ici que raisonnement. Mais bon, c'est ainsi que se présente le modèle de base, disons, dans la psychologie cognitive des années 80-90. Et à partir donc d'analogie entre le domaine source et le domaine cible, on va pouvoir déduire les aspects structurels. C'est-à-dire que c'est ma connaissance d'un domaine de base qui va être transférée
sur un domaine cible, en raison de l'analogie entre les deux. Alors, voyons un peu plus concrètement comment les choses se passent. Il y a plusieurs étapes de ce processus. Il y a d'abord ce qu'on appelle un alignement entre la source et la cible de l'analogie, c'est-à-dire un alignement, c'est simplement faire apparaître la similarité, donc qu'il y a des structures communes. Donc par exemple, ici, vous voyez, on a schématisé la source et la cible, ou la base et la cible, en indiquant les objets ou les entités par des petits carrés et les relations par des ronds. Donc ce rond-là, il représente les relations entre ces deux objets-là, etc. Et on peut avoir des relations entre des relations. D'accord ? Bien, et donc, ce que ces traits en perspective là, de la source à la cible font apparaître, c'est qu'il y a là un alignement de structure. Bon. Alors, un exemple très classique, qui est l'analogie entre le système cardiovasculaire et un système hydraulique avec une pompe. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va mettre en correspondance ? On va mettre en correspondance des éléments de la source, qui est donc le système hydraulique, et de la cible, qui est le système cardiovasculaire. Il faut imaginer, par exemple, que vous essayez d'expliquer comment fonctionne, je ne sais pas, dans un cours d'anatomie, vous essayez d'expliquer comment fonctionne le système cardiovasculaire, et vous vous servez d'une analogie avec un système hydraulique contenant une pompe. Donc il va y avoir des liens qui sont matérialisés ici entre des éléments et entre des relations. Donc, par exemple, on va faire évidemment un lien entre le cœur et la pompe, un lien entre les artères et les tuyaux du système hydraulique, un lien entre le sang et le liquide qui circule dans le système hydraulique, et puis aussi, il va y avoir des relations entre les éléments de la source qui vont être identiques ou similaires à des relations entre les éléments de la cible. Par exemple, la relation entre le cœur et le sang d'une part, la pompe et le liquide d'autre part. La relation entre le cœur et le sang, c'est-à-dire que le cœur disons, exerce une pression et fait circuler le sang, de même que la pompe exerce une pression et fait circuler le liquide. Donc là, c'est la relation cœur-sang qui est identique à la relation pompe-liquide. De même, la relation entre le sang, les artères, le liquide, les tuyaux, etc. etc. Bon, voilà. Donc ça, c'est un exemple classique d'analogie. Première phase, donc l'alignement. Ensuite, le principe de systématicité. Systématicité, c'est que à partir du moment où vous avez repéré un certain alignement de structure, eh bien, vous essayez de développer au maximum toutes les relations. Vous dites, bon, bah, il doit y avoir d'autres relations. C'est-à-dire que, à partir de votre structure de base, vous vous dites, tiens, voilà, ici, là, dans ma structure de base, j'ai une relation entre ces deux relations-là. Eh bien, cette relation entre deux relations, qui sur le schéma est indiquée en plus clair dans la cible, vous avez d'ailleurs dans le schéma, je le précise pour les personnes qui vont écouter l'enregistrement et qui ne verront pas mes gestes sur le tableau, là, sur la projection. Donc il y a en plus clair dans la cible, il y a une partie gauche qui n'a pas d'équivalent, dans la source, dans la partie gauche de la source, base ici, vous avez des éléments structurels qui appartiennent à la structure de la source, mais qui n'ont absolument aucun équivalent dans la cible. Bon. Les éléments qui sont en sombre sont des éléments de la source dont on a perçu tout de suite qu'ils avaient des équivalents dans la cible. Et puis là, ici, vous avez un élément en clair qui existe dans la source et dont on se dit que peut-être il y a un équivalent dans la cible, mais qui n'apparaît pas immédiatement. Donc ça, c'est une inférence. C'est une inférence structurelle, c'est-à-dire qu'on se dit que, compte tenu de la structure de la cible, il doit y avoir un truc comme ça dans
compte tenu de la structure de la source, il doit y avoir un équivalent à cette relation-là dans la cible. Bon. Alors par exemple, dans le cas de l'analogie entre système hydraulique et le système cardiovasculaire, je peux très bien me dire, dans un système hydraulique, il y a une pression lorsque la pompe fonctionne. Dans ce cas-là, il doit y avoir aussi un problème de pression, un équivalent, la pression dans le système vasculaire. C'est la pression artérielle. Voilà. Et ça n'apparaît pas forcément immédiatement. Si vous voulez, ce qui apparaît immédiatement, quand vous prenez cette analogie entre la pompe et le système cardiovasculaire, c'est que la pompe, c'est le cœur, vous avez les tuyaux, les vaisseaux, le liquide, le sang. Voilà, ça apparaît immédiatement. On ne pense pas forcément tout de suite à la pression. Mais la pression, on la connaît dans le système hydraulique. Donc ensuite, on va la déduire du côté de la cible. Bon, et donc la dernière étape, c'est éventuellement l'abstraction, c'est-à-dire que là, on peut considérer la structure commune indépendamment du reste. Hein. Donc on peut abstraire les éléments de la structure commune entre la source et la cible. Donc vous voyez, ce modèle-là, on le trouve même aujourd'hui, hein, très souvent dans les articles de psychologie qui traitent de l'analogie, on rappelle ce modèle qui est le modèle de base pour décrire l'analogie structurelle. Donc c'est ce modèle, c'est celui qu'on appelle donc le modèle de Gentner, Structure Mapping Theory. Alors, un autre exemple, à nouveau très classique, qu'on appelle parfois l'analogie de Rutherford, c'est de l'analogie entre le système solaire et les planètes. Entre la structure de l'atome et le système solaire. Donc il faut imaginer ici que vous avez une connaissance du système solaire. Hein, vous savez que le Soleil, que le système solaire, il y a un Soleil et des planètes qui tournent autour du Soleil. Et puis vous essayez d'utiliser cette connaissance pour faire comprendre la structure de l'atome. D'accord ? Donc la source, c'est le système solaire, la cible, c'est la structure de l'atome. Alors ici, ce que fait apparaître ce schéma, c'est que dans l'ensemble des propriétés du système solaire, on ne va retenir que celles qui sont applicables à l'atome. Donc par exemple, le système solaire par rapport aux planètes. Donc vous avez toutes sortes de propriétés ici. S, ça veut dire sujet, O, ça veut dire objet. Donc par exemple ici, le Soleil, sujet, est plus chaud que les planètes. Hein. D'accord ? Ensuite ici, on a les planètes tournent autour du Soleil. Le Soleil est plus gros que les planètes. Et puis là, il y a la relation d'attraction qui marche dans les deux sens. Hein. Les planètes sont attirées par le Soleil et le Soleil est attiré par les planètes. Ça, ce sont des propriétés qui sont des propriétés qui caractérisent la relation entre le Soleil et les planètes. Le Soleil a... oui, voilà. Ensuite, les planètes ont des relations avec d'autres planètes. Hein. Et puis, le Soleil, lui, a d'autres attributs. Il est jaune, on peut dire, éventuellement. Hein. Il est chaud et il est gros, il est massif. Bien. Alors, en fait, quand vous allez produire cette analogie, par exemple, à des fins pédagogiques, hein, entre le système solaire et la structure de l'atome, vous allez sélectionner uniquement certaines des propriétés du système solaire. Uniquement celles qui correspondent à l'alignement structurel qu'on a vu tout à l'heure. Donc vous allez retenir uniquement l'idée de l'attraction réciproque, le fait que le Soleil soit plus gros que les planètes, et puis qu'il y a cette relation qui tourne autour, hein, les planètes tournent autour du Soleil. Bon, et donc tout cela s'applique à la relation entre le noyau de l'atome et les électrons. Donc le noyau attire les électrons attirent le noyau est plus gros que les électrons, et puis donc les électrons tournent autour du noyau. Donc vous voyez qu'on on peut décrire de cette façon-là par un ensemble de propriétés structurelles communes, hein, puis là on parle de propriétés structurelles puisque ce sont des relations
similaires entre des éléments de la structure. Hein, si on considère que la structure du système solaire, c'est le Soleil, les planètes, la structure du système de l'atome, c'est le noyau, les électrons. Bon, bah, on a des relations entre noyau et électrons d'une part, entre Soleil et planètes d'autre part, qui sont similaires. D'où l'idée que les électrons sont au noyau ce que les planètes sont au Soleil. Donc ici, on a une formulation proportionnelle de l'analogie, mais on peut aussi bien dire qu'on a une analogie globale, comme je l'ai dit d'ailleurs au début de cette explication, qu'on a une analogie globale entre l'atome et le système solaire. Donc, certes, la formulation proportionnelle, elle est présente en arrière-plan, mais on peut simplifier en formulant l'analogie de manière binaire. On a une analogie entre l'atome et le système solaire. Donc, l'analogie en psychologie cognitive se concentre quand même sur les relations entre les relations, sur l'alignement structural. Mais en fait, l'usage courant de l'analogie, comme je viens de le montrer un tout petit peu avec cette affaire cette formulation consistant à dire qu'on a une analogie globale entre l'atome et le système solaire, on remarque que dans l'usage spontané, les usages spontanés de l'analogie, ce sont beaucoup des analogies binaires qui fonctionnent. Alors je vous donne un exemple que j'aurai peut-être le temps de développer avec vous un jour, auquel je me suis un peu intéressé dans quelques colloques, conférences. C'est la question de ce qu'on appelle l'antispécisme, c'est-à-dire les militants de la cause animale qui considèrent que qui estiment que le fait de considérer que l'être humain est une espèce différente des animaux non humains est une idéologie, en fait, qu'ils appellent le spécisme. Bon. Donc, vous voyez comment ici, c'est un tweet de Life, 269 Life France, qui est une association importante dans ce courant. Le mouvement reprend ici l'analogie volontairement provocatrice, bon, ça c'est un autre problème, entre les abattoirs et les camps d'extermination. Donc, eux voient une analogie entre les abattoirs et les camps de concentration, donc, où les Juifs ont été exterminés pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez que la chose est présentée comme une analogie binaire. Hein, les abattoirs sont analogues, ou similaires, on pourrait dire là, aux camps d'extermination. Et vous voyez, d'ailleurs, la chose est formulée en termes de similarité ou de ressemblance. Hein. Rien ne ressemble plus à un camp d'extermination qu'un abattoir. C'est bien l'idée de ressemblance qui est mise en avant ici. Hein. Et puis vous avez donc une image là qui traduit cette analogie parce qu'elle superpose la vision d'un animal et puis un codage de l'image qui rappelle les camps de concentration, puisqu'on a la vache là disons le corps de la vache est habillé, si on veut, d'une couleur à rayures blanches et grises, qui rappelle donc les vêtements qu'on donnait aux Juifs dans les camps d'extermination. Donc vous voyez, spécisme égale nazisme. Donc ici, on voit le lien avec la notion de catégorisation. C'est l'idée que, en fait, tout ça, c'est une seule catégorie. Abattoir, camp d'extermination, c'est une seule catégorie. Si vous êtes partisan de l'un, vous êtes partisan de l'autre. C'est-à-dire, si vous mangez des animaux, si vous n'êtes pas végétarien, eh bien, vous êtes un nazi. Hein, c'est leur argument. Spécisme égale nazisme. Puisque, dans le cadre de cette idéologie, on ne peut pas manger de viande sans être spéciste. Hein, on se permet de manger de la viande d'animaux humains, de non humains, parce qu'on pense qu'on a le droit, enfin on peut, ça ne pose pas de problème moral particulier. Bien. Donc vous voyez, et vous, à quoi ressemblez-vous, collabo ou résistant?
Hein. Donc on pousse l'analogie, là, loin, puisque collabo, je le dis pour peut-être les étudiants étrangers qui ne connaissent pas, collaborateurs, les collaborateurs, c'était le nom qu'on donnait en France à ceux qui aidaient les nazis en France, qui aidaient les nazis pour le gouvernement de Vichy à l'époque, etc. Et les résistants, c'est ceux qui luttaient contre les nazis, contre l'invasion de la France par les Allemands. Donc eux se mettent évidemment du côté des résistants, hein, et si vous êtes spéciste, si vous mangez de la viande, etc., vous êtes du côté des collabos. Donc on a une analogie là qui fonctionne assez bien, qui est choquante. Alors évidemment, on peut penser que cette utilisation de l'analogie, bon, c'est très courant cette analogie dans le mouvement spéciste, hein. On la trouve tout de suite, c'est vraiment une signature dans le mouvement antispéciste, pardon. C'est vraiment une signature du mouvement antispéciste. Et eux pensent que c'est efficace, hein. Ça l'est sans doute, comme une sorte de prise de conscience. Ah oui, tiens, c'est vrai, si c'était pareil, les abattoirs, les camps de concentration. Alors ils se basent évidemment sur des philosophes juifs qui ont parlé un peu de cette forme d'analogie, mais dans un sens différent, disons, avec une perspective totalement différente, hein. Donc là, il y a un abus de la citation, mais passons. La question se pose de savoir si ce type d'usage de l'analogie est un usage qui est éclairant. Est-ce que ça nous permet de mieux comprendre quelque chose, ou est-ce que ça nous empêche de comprendre quelque chose parce que l'analogie est trompeuse en fait? Est-ce que c'est une supercherie cette analogie, ou est-ce que c'est une analogie qui nous éclaire? Est-ce que cette analogie nous aide à penser, ou est-ce que cette analogie nous empêche de penser? Moi, je défends l'idée, mais je ne pourrais pas le faire aujourd'hui. On le fera peut-être à un autre moment si j'ai le temps de reprendre cet argumentaire. Pour moi, cette analogie, elle empêche de penser. Elle bloque la pensée dans une conception rigide et qui en fait, est une très mauvaise stratégie, même pour la défense des animaux. Parce qu'évidemment, quand on s'y prend comme ça, on perd beaucoup de gens qui seraient intéressés à la défense animale, mais qui ne sont pas du tout d'accord avec ce genre d'arguments. Donc non seulement c'est contre-productif du point de vue de la stratégie de sensibiliser les personnes à la souffrance animale, etc., mais en plus c'est une escroquerie intellectuelle, à mon avis. Bon, mais je n'ai pas le temps de le développer ici. Simplement, je prenais cet exemple pour vous montrer comment une analogie binaire, qui repose sur quelque chose sans doute de proportionnel, mais l'analogie binaire est souvent utilisée. Alors, cet exemple, je vous l'ai dit, montre aussi le rapport entre analogie et catégorisation, hein, puisque on le voit, spécisme égale nazisme, ça veut dire que dans les deux cas, disons ces deux situations, la situation des abattoirs, la situation des camps d'extermination, ce sont deux sous-catégories d'une sorte de catégorie générale qui est le meurtre en masse d'êtres vivants. D'accord ? Pour les antispécistes, c'est ça l'idée. C'est qu'on tue en masse des êtres vivants. Dans certains cas, ce sont des êtres vivants non humains. Dans d'autres cas, ce sont des êtres vivants humains. Bon. Donc, on voit bien là le lien immédiat qu'il y a entre analogie et catégorisation. Si je dis qu'il y a une analogie entre deux choses, ces deux choses, ça veut dire qu'à un certain niveau, je les mets dans la même catégorie. Et ça, ce lien entre analogie et catégorisation, il a été fait au départ par Douglas Hofstetter, qui est un psychologue, un chercheur en psychologie cognitive américain, qui maintenant est à la retraite, hein, mais qui a développé cette idée dès les années 80-90, et son travail a été articulé, poursuivi en France par Emmanuel Sander. Je vous montrerai tout à l'heure, ils ont publié un livre à la fois en anglais, enfin aux États-Unis et en France, tout à fait intéressant sur cette question. Donc, au départ, si vous voulez, du point de vue de la psychologie cognitive,
l'analogie, le processus analogique, c'est un raisonnement. Hein. Vous l'avez vu tout à l'heure quand je vous ai montré le petit schéma de Gentner. On conçoit l'analogie comme un raisonnement dans le cadre de la résolution de problèmes. Bon. À un moment donné, des psychologues se sont dit, mais au fond, l'analogie et la catégorisation, c'est la même chose. Ça met en œuvre le même type de processus. Quand on catégorise, on fait des analogies. Donc, il y a une unification théorique entre analogie et catégorisation. Alors, voici donc ce que dit Hofstetter dans un article très connu hein, qui est intitulé « L'analogie comme le cœur de la cognition hein, », au cœur de la cognition. Donc le déclenchement de catégories mentales antérieures par un input quel qu'il soit, hein, qu'il soit sensoriel ou plus abstrait, est j'y insiste, un acte d'analogie. Alors en français, évidemment, on a du mal à traduire analogy making, mais c'est le processus analogique, hein, est un processus analogique. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'un ensemble de stimuli active une ou plusieurs catégories mentales, il y a des glissements, hein, some amount of slippage, il doit y avoir des glissements, des approximations, etc., puisque aucune instance d'une catégorie n'est jamais exactement identique à l'instance antérieure. Donc là, c'est l'idée, si vous voulez, il fait le lien entre analogie et catégorisation sur la base de l'idée que la catégorisation est toujours un peu approximative, comme l'analogie. Donc, d'où l'idée que les catégories sont fondamentalement fluides, hein, des entités fluides. Elles s'adaptent à des différents stimuli, et puis elles s'alignent avec les stimuli. Et donc ce processus de matching inexact entre des catégories déjà possédées et puis de nouvelles choses qui sont perçues, hein, que ces choses soient des objets physiques ou bien des choses de plus grande taille, c'est de l'analogie par excellence. Hein. Donc c'est une première formulation, si vous voulez, de cette unification théorique entre l'analogie au sens de Gentner, au sens du raisonnement par analogie, et au sens de la catégorisation. Donc, cette perspective a été développée dans ce livre dont je vous montre ici la version française, publiée chez Odile Jacob en 2013, L'analogie cœur de la pensée. Emmanuel Sander était jusqu'à il y a peu professeur de psychologie cognitive à Paris 8 et maintenant il est en Suisse je ne sais plus s'il est à Genève ou à Lausanne, je crois à Genève. Bon, bref. Alors, une deuxième citation sur cette relation entre analogie et catégorisation, mais surtout sur l'impact de l'analogie en psychologie cognitive en général, et surtout le fait de ne pas limiter l'analogie au raisonnement. Hein. Alors, on pourrait penser que le processus analogique est une sorte spéciale de variété, est un type particulier de raisonnement. Hein. Et donc, il évoque le raisonnement par analogie et la résolution de problèmes comme étant une sorte de cliché des sciences cognitives. Donc, la raison pour laquelle il y avait ce cliché, c'est parce qu'on considérait l'analogie uniquement sous son aspect conscient. Donc, j'ai un problème. Bon, je vous montrerai à d'autres occasions le genre de problèmes qui sont posés, mais il y a des cas célèbres par exemple, il y en a un qu'on appelle le problème de la tumeur. Donc, c'est comment utiliser des rayons pour tuer une tumeur sans détruire les tissus. Et bon, donc on a des sujets qui essaient de proposer des solutions, ils n'y arrivent pas. Donc on fait un test en leur montrant un problème analogue avant, et ceux qui ont eu le problème analogue avant trouvent plus facilement la solution. Bon. Donc ça, c'est vraiment de l'analogie au sens conscient, résolution de problème.
j'ai un problème, je vais chercher dans ma boîte à outils mentale comment consciemment résoudre ce problème. Bon. Qu'après, c'est vrai que la façon dont je vais trouver, pourquoi je trouve une solution, moi, à ce problème, là, il y a des processus inconscients, bien sûr, qui peuvent éventuellement jouer un rôle. Mais n'empêche qu'il y a une recherche consciente d'une analogie avec un problème donné. Bon, donc, si, selon Hofstetter, si on limite l'analogie au raisonnement paranalogique, on rend un très mauvais service à l'analogie. Parce que le raisonnement et la résolution de problèmes, c'est évidemment très loin du cœur de la cognition humaine, hein, ou de la pensée humaine. Donc déjà, la résolution de problèmes, c'est une chose particulière, c'est pas du tout central dans la cognition humaine. Et puis si on considère que l'analogie, c'est un sous-cas, c'est un cas particulier du problème, du raisonnement, de la résolution de problèmes, eh bien, évidemment, l'analogie, ce sera une toute petite chose, une toute petite question. C'était comme ça que ça a été traité pendant très longtemps, et ça l'est encore souvent dans les manuels de psychologie cognitive. L'analogie, c'est un sous-chapitre d'un chapitre sur la résolution de problèmes, c'est tout. On ne le perçoit pas du tout comme quelque chose d'important. C'est un truc un petit peu secondaire, etc. Et donc, ça signifie dans ce cas-là que l'analogie est vraiment à la périphérie. Et ce serait... Alors là, j'aime bien commenter cette expression parce que du coup, je m'en resservirai à un autre moment. C'est un itty-bitty blip in the broad blue sky of cognition. Donc, itty-bitty blip, hein, vous voyez les i dans tout ça, hein, pour désigner quelque chose de tout petit. Bon, on y reviendra plus tard. Donc si on considère que l'analogie est un cas particulier des résolutions de problèmes, hein, eh bien, ce sera une toute petite chose dans la cognition. Alors que pour Hofstetter, hein, l'analogie, c'est pas un tout petit truc dans l'immense ciel bleu de la cognition. C'est le bleu qui remplit le ciel de la cognition. Hein. D'ailleurs, il explique l'analogie en faisant une analogie ici. Vous voyez, hein, il utilise l'analogie entre quelque chose qui serait dans l'immensité. Hein, il prend le ciel comme une immensité. Bon. L'analogie est tout, ou presque, hein, dans mon esprit. Donc là, si vous voulez, c'est la formulation, c'est le genre de formulation peut-être le plus radical pour dire qu'en psychologie, c'est un grand auteur, hein, Hofstetter, de la psychologie cognitive, considère que l'analogie, c'est absolument central. C'est tout. C'est vraiment, tout dépend de ça. La pensée, la catégorisation, etc. Alors, la catégorisation, on sera amené à en reparler, bien sûr, parce que c'est un processus cognitif extrêmement important et puis qui a des impacts linguistiques évidents. Mais pour l'instant, si vous voulez, on peut se contenter de l'idée que quand vous percevez quelque chose, par exemple, pour prendre une application à la perception, vous percevez un objet, par exemple, je ne sais pas moi, un ordinateur, même si vous le voyez d'un peu loin et que d'une manière complètement automatique, même si vous ne connaissez pas cet ordinateur précis, cette marque, etc., vous voyez qu'il y a un écran, des touches, vous le catégorisez immédiatement, vous le mettez comme un exemplaire quelconque de la catégorie des ordinateurs. Bon. C'est ça, catégoriser. C'est prendre un objet quelconque, on ne le connaît pas, et cet objet quelconque, même si je ne le connais pas dans le détail, j'ai suffisamment d'informations sur lui pour en percevoir la similarité avec d'autres objets que je connais déjà et que j'ai mis dans certaines catégories. Donc cet objet, nouveau, je le vois, enfin nouveau, voilà, votre ordinateur, monsieur, je ne l'ai jamais vu, hein, peut-être la semaine dernière, mais je n'ai pas tellement fait attention, je ne le connais pas, votre ordinateur. C'est d'une certaine façon un objet nouveau pour moi, mais il n'est pas nouveau parce qu'il est similaire à d'autres ordinateurs que j'ai vus précédemment, donc pour moi, il fait partie de la catégorie générale des ordinateurs. Je ne sais pas sa marque, je ne sais pas ses propriétés, etc., parce qu'après, on peut avoir des sous-catégories d'ordinateurs, bien sûr, hein, et puis, etc., etc. Bon, donc c'est, voilà, la catégorisation, en première approximation, c'est ça. Alors, ce qu'on va voir la semaine prochaine, c'est que, en plus,
on va élargir encore. Donc on a fait une première étape là, qui a été faite. Alors cette étape-là, elle a été produite par les psychologues. C'est-à-dire une unification théorique entre la problématique de l'analogie et la problématique de la catégorisation. On a montré que catégorisation et analogie, ce sont deux faces d'un seul et même processus cognitif, deux aspects d'un seul et même processus cognitif. Et quand vous imaginez, c'est facile à imaginer que la catégorisation, ça joue un rôle constant dans la vie humaine. Puisque tout ce que vous percevez, si le monde à vos yeux est un peu structuré, si quand vous tournez la tête, là, vous voyez des livres, des étagères, une échelle, un écran, tout ça vous le percevez grâce à votre capacité de catégorisation. Sinon vous percevriez quoi? Des objets qui sont tous différents, fondamentalement, et qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Voyez? Bon. Donc, cette unification théorique qui relie analogie et catégorisation, et qui donc donne à l'analogie un rôle beaucoup plus large, plus important, non limité donc au raisonnement par analogie, ce premier mouvement d'unification a été vraiment fait par la psychologie cognitive. Ensuite, il y a un deuxième mouvement d'unification, où on unifie encore, en intégrant la problématique de l'iconicité comme cas de processus analogique. Mais alors, compte tenu de l'heure, là, je ne vais pas commencer à vous expliquer la notion d'iconicité, on y reviendra la semaine prochaine, et je préfère garder les quelques minutes qui nous restent pour éventuellement répondre à vos questions sur ce que nous avons vu cet après-midi. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voulez que je revienne sur un point ou un autre? Bon, vous pourrez aussi me poser évidemment les questions au début du prochain cours. Voilà, et bien écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Et puis donc, je vous redis, si vous pouvez, certains d'entre vous, ne pas venir forcément toutes les semaines, bon, si on reste sur cet effectif-là, c'est très bien. Mais bon, vous pouvez aussi suivre le cours en ligne de temps en temps. Comme ça, ça permet qu'on ne soit pas trop nombreux dans la salle. Et quand même, c'est un peu mieux du point de vue de la sécurité sanitaire, comme on dit aujourd'hui. Voilà, merci donc et à la semaine prochaine.